Il faut un chirurgien, maintenant, cria le médecin urgentiste. Marie Dubois, 48 ans, infirmière de service, posa calmement sa seringue et murmura « Scalpel numéro 15. Forceps. Aspiration. Je m'en charge. » Ce qui se passa ensuite révéla qui elle était vraiment. Bienvenue sur Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable de sacrifice silencieux et de précision chirurgicale, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que les vrais héros portent parfois des blouses blanches au lieu de médailles, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Marie Dubois arrivait à l'hôpital Saint-Antoine de Paris chaque matin, à exactement 6h45. Pas 6h44, pas 6h45. 6h45 précise. Elle enfilait sa blouse blanche réglementaire, attachait ses cheveux bruns parsemés de fils argentés en queue de cheval pratique, et se dirigeait vers le service de médecine interne, LC, étage 4. Toujours le même parcours depuis 8 ans. Elle saluait l'équipe de nuit avec son sourire habituel. « Bonjour Sylvie, comment s'est passée votre garde ?» Sa voix était douce, rassurante, avec cette patience infinie que seuls possèdent les vrais soignants. Sylvie, aide-soignante de 28 ans, lui répondait toujours avec le même soulagement. Ça va mieux maintenant que vous êtes là, Marie. Et c'était vrai. Marie avait cette capacité rare de rassurer tout le monde rien qu'en entrant dans une pièce. Les patients l'adoraient, les collègues la respectaient, les médecins lui faisaient une confiance absolue. Marie, vous pourriez jeter un œil sur monsieur Martineau ? Il a mal dormi, demandait souvent le docteur Bernard, chef de service. Et Marie y allait, avec sa démarche calme, ses gestes précis, sa façon unique de poser les bonnes questions et d'écouter vraiment les réponses. Elle connaissait tous les patients par leur prénom et leur histoire. Madame Lemoine, 78 ans, diabétique, qui s'inquiétait pour ses chats quand elle était hospitalisée. Monsieur Durand, 52 ans, infarctus, qui cachait sa peur derrière des blagues. Julie, 19 ans, anorexie, qui ne faisait confiance qu'à elle. Marie a un don, disaient souvent les autres infirmières. Elle voit des choses qu'on ne voit pas. Elle sent les complications avant qu'elles arrivent. Et c'était vrai aussi. Marie avait ce sixième sens médical que développent certains soignants après des années d'expérience. Quand elle fronçait les sourcils en prenant la tension d'un patient, il fallait appeler le médecin. Quand elle restait plus longtemps au chevet de quelqu'un, c'est que la nuit allait être compliquée. Ce que ses collègues ne savaient pas, c'est que ce sixième sens, Marie ne l'avait pas développé dans les couloirs paisibles de Saint-Antoine. Elle l'avait acquis sous les bombes, dans des hôpitaux de campagne, là où une erreur de diagnostic coûte une vie en quelques minutes. Marie habitait un petit appartement du 11e arrondissement, à 15 minutes de l'hôpital. 2 pièces modestes, décorées avec goût, pleines de livres de médecine et de romans. Ses voisins la trouvaient charmante. Célibataire, dévouée à son travail, toujours prête à rendre service. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que dans sa chambre, soigneusement rangée dans une armoire fermée à clé, se trouvaient des objets qu'aucune infirmière civile ne possédait. Instruments chirurgicaux de campagne, matériel de réanimation d'urgence, médicaments de combat, et surtout, dans un coffret de velours rouge, ses décorations militaires. Médaille de la Défense nationale. Croix du combattant. Légion d'honneur. 12 décorations françaises et 5 décorations étrangères. Pour des missions humanitaires qui n'étaient pas si humanitaires que ça. Car Marie Dubois avait un secret. Le plus grand secret du 12e arrondissement. Chaque soir, en rentrant de l'hôpital, elle préparait ses médicaments pour le lendemain, relisait les dossiers complexes, répondait aux questions des stagiaires par email. Infirmière parfaite, soignante dévouée. Mais parfois, tard le soir, elle regardait les informations internationales avec des yeux qui reconnaissaient les hôpitaux bombardés, qui savaient exactement ce que vivaient les médecins sous les décombres. Des yeux qui se souvenaient de Kaboul en 2008. Damas en 2012. De missions qui n'avaient pas de nom dans des zones qui n'existaient pas sur les cartes humanitaires. Marie avait étudié la médecine à la Sorbonne, major de sa promotion. Brillante étudiante, passionnée de chirurgie, elle rêvait de devenir chirurgienne cardiovasculaire. Mais à 26 ans, elle avait fait un choix différent. Elle s'était engagée dans le service de santé des armées. « Je veux soigner là où c'est le plus difficile », avait-elle dit à ses parents. « Là où on a vraiment besoin de moi. » 15 ans de service actif. 15 années à sauver des vies dans les pires conditions imaginables. Chirurgienne en chef des unités mobiles, spécialisée en chirurgie d'urgence sous feu ennemi. Elle avait opéré dans des containers, sous des tentes, dans des caves bombardées. Ses collègues militaires l'avaient surnommée « l'ange de l'impossible » parce qu'elle réussissait des opérations que personne d'autre n'osait tenter. Parce qu'elle ne perdait jamais son calme, même quand les roquettes sifflaient au-dessus du bloc opératoire improvisé. Sa dernière mission avait été en Libye. 2015.
hôpital de Médecins sans frontières pris pour cible par les milices. 15 médecins et infirmières otages, elle-même blessée à la main droite par un éclat d'obus. Officiellement, le docteur Marie Rousseau était morte dans l'effondrement de l'hôpital de Benghazi. Marie Dubois était née 6 mois plus tard. Nouvelle identité, nouvelle vie. Les services lui avaient proposé un poste dans un hôpital militaire, quelque chose de sûr, de prestigieux. Mais Marie avait une autre vision. Elle voulait du contact humain, de la simplicité, du soin pur sans hiérarchie ni protocole militaire. « Je veux juste soigner », avait-elle dit à son officier traitant. Vraiment soigner. Comme j'ai toujours rêvé de le faire. Et où soigne-t-on mieux qu'en étant au plus près des patients ? 8 ans s'étaient écoulés. 8 années de paix absolue. Marie pensait parfois à son ancienne vie comme à un livre qu'elle aurait refermé définitivement. Seuls quelques réflexes persistaient. Cette façon de toujours avoir un kit de premier secours dans son casier. De connaître par cœur l'emplacement de tous les défibrillateurs de l'hôpital. De compter instinctivement les lits disponibles aux urgences. Ses collègues trouvaient qu'elle avait l'instinct pour les urgences. Les médecins la consultaient souvent avant de prendre des décisions délicates. Pas officiellement, mais dans le couloir, autour d'un café. « Marie, qu'est-ce que vous en pensez ?» demandait souvent le docteur Moreau, chirurgien orthopédique. Et Marie donnait toujours des conseils pertinents, comme si elle avait déjà vu tous les cas possibles. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle les avait effectivement tous vus. Dans des conditions où l'erreur n'était pas permise. Ce mardi matin de novembre allait tout changer. La journée avait commencé normalement. Marie avait pris son service à 6h45, fait le tour des patients avec l'équipe de jour, préparé les traitements. Routine habituelle, service calme. Monsieur Martineau allait mieux, Madame Lemoine rentrait chez elle dans l'après-midi, Julie avait pris 2 kilos, enfin. À 14h30, Marie était dans la salle de soins, en train de préparer les perfusions de l'après-midi, quand elle entendit un bruit sourd qui venait du parking souterrain. Pas un bruit normal. Quelque chose entre l'explosion et l'effondrement. Elle se figea. Ce bruit, elle le connaissait par cœur. 8 ans de paix venaient de s'effacer en 1 seconde. Les sirènes d'alarme se déclenchèrent dans tout l'hôpital. Puis les annonces, plan blanc déclenché. Tous les personnels au poste d'urgence. Préparation massive de blessés. Marie courut vers la fenêtre. Dans le parking souterrain, une épaisse fumée noire s'échappait par les bouches d'aération. Une explosion accidentelle ? Un attentat ? Elle n'eut pas le temps de se poser la question plus longtemps. Les premières ambulances arrivaient déjà. « Marie !» cria le docteur Bernard en courant dans le couloir. « On a besoin de tout le monde aux urgences. » Explosion dans le métro Lignin, station République. On annonce 40 à 50 blessés, dont une dizaine de graves. Marie hocha la tête et se dirigea vers les ascenseurs. Mais en descendant, son cerveau était déjà repassé en mode opérationnel. 40 blessés, dont 10 graves. Ça voulait dire des polytraumatisés, des hémorragies massives, des détresses respiratoires. Il allait falloir trier, prioriser, opérer vite. Comme au bon vieux temps. Quand elle arriva aux urgences, c'était le chaos contrôlé habituel des grands accidents. Brancards partout, personnel médical qui courait, famille angoissée dans les couloirs. Le docteur Moreau, chef des urgences, distribuait les rôles. « Marie, vous prenez le secteur C avec l'équipe de réanimation. Les cas les plus lourds. » Marie acquiesça et se dirigea vers sa zone. En chemin, elle croisa le regard du docteur Leroy, anesthésiste réanimateur de 45 ans, 20 ans d'expérience. Il était pâle, visiblement dépassé par l'ampleur de la catastrophe. « Marie, j'ai peur qu'on soit pas assez. Vous avez vu le nombre de blessés graves. » Elle posa la main sur son épaule. « On va y arriver, docteur. Faites-moi confiance. » Il la regarda étrangement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une assurance qui ne cadrait pas avec son statut d'infirmière. Mais il n'eut pas le temps de s'interroger. Les premiers blessés graves arrivèrent. Marie prit en charge un homme d'une 40aine d'années, inconscient, multiples fractures, hémorragie abdominale massive. Elle évalua en quelques secondes, état de choc hémorragique, priorité absolue, pronostic vital engagé. Tension 7 quarts, pouls 140, SPO2 à 89%, annonça l'infirmier qui l'accompagnait. Marie était déjà en action. Pose de 2 voies veineuses, perfusion de macromolécules, monitoring complet. Geste précis, automatique, d'une efficacité qui impressionna même le docteur Leroy. Excellent travail, Marie. Vous avez une technique parfaite. Mais c'est quand on amena le 2e blessé que tout bascula. Jeune femme de 25 ans, enceinte de 7 mois, fracture ouverte du fémur, détresse respiratoire aiguë, perte de connaissance. Double urgence,
La mère et l'enfant. Le docteur Moreau évalua rapidement. Il faut la monter au bloc immédiatement. Orthopédie et obstétrique. Mais à ce moment précis, l'infirmière des blocs arriva en courant. Docteur. Problème majeur. Les 3 chirurgiens orthopédiques sont déjà en intervention sur les autres blessés. Et le gynécologue obstétricien est bloqué dans les embouteillages, accident sur le périph'. Il en a pour minimum 1 heure. Le docteur Moreau blêmit. Quoi? Mais cette patiente ne peut pas attendre 1 heure. Je sais, docteur, mais on n'a personne de disponible pour. C'est là que la voix de Marie s'éleva, calme et claire. Il faut un chirurgien, maintenant. Le docteur Moreau se tourna vers elle. Marie, je sais, mais on n'a plus personne de. Marie posa calmement sa seringue et le regarda droit dans les yeux. Scalpel numéro 15. Forceps. Aspiration. Je m'en charge. Un silence s'abattit dans la salle d'urgence. Tout le monde la regardait, incrédule. Marie, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Elle hocha la tête calmement. Parfaitement. Cette femme va mourir dans les 20 prochaines minutes si on n'agit pas. Son bébé aussi. Je peux les sauver tous les 2. Le docteur Leroy fronça les sourcils. Marie, vous êtes infirmière. Vous ne pouvez pas. Docteur, l'interrompit-elle avec une autorité qu'il ne lui connaissait pas, faites-moi confiance. Parez le bloc 3. Anesthésie générale, monitoring complet. Et appelez la pédiatrie, on aura peut-être besoin d'eux. Quelque chose dans sa voix, dans son regard, dans sa façon soudaine de prendre le commandement, fit que personne n'osa protester. Le docteur Moreau hésita 1 seconde, puis acquiesça. Très bien. Mais Marie, si quelque chose se passe mal, il ne se passera rien, dit-elle simplement. Et c'est là que 8 ans de mensonges s'effacèrent d'un coup. Marie se dirigea vers les vestiaires, enfila une tenue de bloc, se lava les mains avec la minutie d'un rituel qu'elle avait accompli des milliers de fois. Mais ce n'était plus Marie Dubois, infirmière de service, qui se préparait. C'était le docteur Marie Rousseau, chirurgienne de guerre, qui reprenait du service. Quand elle entra dans le bloc opératoire, toute l'équipe était là. Anesthésiste, infirmière de bloc, aide opératoire. Tous la regardaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La patiente était déjà endormie, intubée, monitorée. Marie s'approcha de la table d'opération et examina rapidement la situation. Fracture ouverte du fémur avec hémorragie, mais surtout, souffrance fœtale aiguë visible sur le monitoring. État du bébé? Demanda-t-elle à l'anesthésiste. Rythme cardiaque à 180, signe de souffrance. Il faut faire vite. Marie hocha la tête. Elle avait 2 options. Stabiliser d'abord la fracture et risquer la mort du bébé, ou faire d'abord la césarienne et risquer que la mère se vide de son sang. Choix impossible pour un chirurgien normal. Mais Marie n'était pas un chirurgien normal. On fait les 2 en même temps, annonça-t-elle calmement. L'équipe la regarda, stupéfaite. Opérer simultanément l'orthopédie et l'obstétrique? C'était de la folie pure. Marie tendit la main. Scalpel numéro 15. Ce que personne ne savait à l'hôpital, c'est que Marie Dubois n'avait jamais vraiment été infirmière. Son vrai nom était docteur Marie Rousseau, ancienne chirurgienne en chef du service de santé des armées, spécialisée en chirurgie de guerre. Et pendant que ses collègues la regardaient avec inquiétude, elle était déjà en train de sauver 2 vies avec la précision d'un métronome. Marie commença par une incision parfaite pour la césarienne. Geste sûr, rapide, d'une précision chirurgicale éblouissante. L'infirmière de bloc, médusée, lui tendait les instruments avant même qu'elle les demande. Écarteuse. Panses hémostatiques. En 3 minutes, elle avait ouvert l'abdomen, localisé l'utérus, évalué la position du bébé. Mais au lieu de poursuivre immédiatement la césarienne, elle se tourna vers la fracture du fémur. Clan vasculaire sur l'artère fémorale, ordonna-t-elle. L'aide opératoire hésita. Docteur, enfin, Marie, vous êtes sûre que... Faites ce que je dis, répondit-elle avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui avait commandé des équipes chirurgicales pendant 15 ans. Elle posa les clans, stoppa l'hémorragie, puis revint immédiatement à la césarienne. Incision de l'utérus, extraction délicate du bébé. En quelques secondes, elle avait dans les mains un petit être parfait, qui poussa son premier cri. Il respire. Il va bien, s'exclama l'infirmière de bloc. Marie confia le bébé à l'équipe de pédiatrie qui venait d'arriver, et retourna immédiatement à la mère. Suture de l'utérus, fermeture de l'abdomen, puis remise en place de la fracture du fémur avec une technique orthopédique parfaite. L'anesthésiste n'en croyait pas ses yeux. Marie, c'est extraordinaire. Vous opérez comme si vous aviez fait ça toute votre vie. Elle le regarda calmement.
cas, docteur. 45 minutes plus tard, Marie sortait du bloc. La mère était stabilisée, hors de danger. Le bébé était en parfaite santé. Double sauvetage réussi. Dans le couloir, toute l'équipe des urgences l'attendait. Le docteur Moreau, le docteur Leroy, les infirmières, les aides-soignantes. Tous la regardaient avec un respect nouveau, mélangé d'incompréhension totale. « Marie, commença le docteur Moreau, ce que vous venez de faire, c'est impossible. Vous êtes infirmière. Comment avez-vous pu ?» Marie enleva ses gants chirurgicaux et le regarda calmement. « Docteur, il y a des choses que vous ne savez pas sur moi. » « Lesquelles ?» Elle hésita une seconde, puis prit sa décision. 8 ans de mensonges, ça suffisait. Je ne suis pas vraiment infirmière. Je suis chirurgienne. Ancien médecin-colonel du service de santé des armées. 15 ans de chirurgie de guerre dans toutes les zones de combat de la planète. Le silence était total. Personne n'osait respirer. Le docteur Leroy fut le premier à réagir. « Vous plaisantez ?» Marie sourit tristement. « J'aimerais bien. Kaboul, Damas, Benghazi. J'ai opéré sous les bombes pendant 15 ans. Cette césarienne en urgence ? C'était un mardi matin, tranquille comparé à ce que j'ai connu. » Le docteur Moreau était livide. « Mais, pourquoi ? Pourquoi vous cacher ? Pour être infirmière alors que vous êtes chirurgienne. » Marie regarda par la fenêtre. Au loin, les sirènes continuaient de hurler, les ambulances continuaient d'arriver. « Parce que je voulais soigner en paix, docteur. Sans grade, sans hiérarchie, sans protocole militaire. Juste, soigner. Être au plus près des patients. Faire ce pourquoi j'ai toujours voulu être médecin. » Elle se tourna vers l'équipe. « Ces 8 années avec vous ont été les plus belles de ma vie professionnelle. Vous m'avez rappelé pourquoi j'avais choisi la médecine. » L'infirmière Sylvie s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Marie, vous nous avez aidés, conseillés, formés, et on ne savait même pas qui vous étiez vraiment. » Marie lui prit la main. « Vous saviez qui j'étais. Une soignante. C'est tout ce qui compte. » Les heures qui suivirent furent surréalistes. Marie continua à travailler comme si de rien n'était, mais maintenant, c'était différent. Les médecins la consultaient officiellement. Les décisions importantes passaient par elle. Elle était devenue, en quelques heures, la référence médicale officieuse des urgences. Le directeur de l'hôpital arriva, en fin d'après-midi. Il avait entendu parler de cette infirmière, qui avait réalisé une double intervention impossible. Il voulait comprendre. « Madame Dubois, j'ai des questions à vous poser. » Marie le suivit dans son bureau. Interrogatoire en règle. Diplôme, état de service, raison de sa présence sous fausse identité. Elle répondit à tout avec une honnêteté totale. Mes diplômes sont authentiques. Mes états de service aussi. Ma fausse identité était une protection. Pour des raisons de sécurité que je ne peux pas détailler. Le directeur la regardait, partagé entre l'admiration et l'inquiétude légale. Vous vous rendez compte que vous avez exercé illégalement pendant 8 ans. Je me rendais compte que j'exerçais utilement, monsieur le directeur. Combien de vies sauvées grâce à mes conseils officieux. Combien de complications évitées grâce à mon expérience. Il ne put pas répondre. Parce qu'il savait qu'elle avait raison. Que voulez-vous maintenant, docteur Rousseau ? Elle sourit. Continuez à soigner. Ici, avec cette équipe. Mais cette fois, sous ma vraie identité. Le lendemain matin, Marie arriva à l'hôpital Saint-Antoine à 6h45 précise, comme d'habitude. Même parcours, même démarche mesurée. Mais sa blouse portait maintenant un badge différent, Docteur Marie Rousseau, chirurgienne. L'équipe l'accueillit avec un respect nouveau, mais aussi avec la même affection qu'avant. Sylvie lui dit, comme tous les matins depuis 8 ans, « Ça va mieux maintenant que vous êtes là, Marie. » Mais cette fois, elle ajouta, « Docteur. » Marie sourit. « Marie suffira toujours, Sylvie. » Les patients eurent plus de mal à s'habituer. Madame Lemoire, revenue pour un contrôle, était désorientée. « Mais Marie, vous êtes docteur maintenant. » « J'ai toujours été docteur, Madame Lemoire. Simplement, maintenant, vous le savez. » « Mais pourquoi vous ne l'aviez pas dit ?» Marie s'assit à côté d'elle, comme elle l'avait toujours fait. « Parce que ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était de bien vous soigner. Et ça n'a pas changé. » Les semaines passèrent. L'histoire de l'infirmière qui était chirurgienne fit le tour de l'hôpital, puis des autres hôpitaux parisiens. Les médias s'en mêlèrent. Mais Marie refusa toutes les interviews. « Je n'ai fait que mon travail. » Comme tous les jours depuis 8 ans. Ce qui avait changé, c'était son statut officiel. On lui proposa un poste de chef de service. Elle accepta, mais à une condition,
garder le contact direct avec les patients. Je ne veux pas devenir une administratrice. Je veux continuer à soigner. Un jour, le docteur Moreau lui demanda « Marie, vous ne regrettez pas? Ces 8 années d'infirmière, vous auriez pu être chef de service depuis longtemps. » Marie regarda par la fenêtre de son nouveau bureau. En bas, dans la cour, des ambulances continuaient d'arriver. Des vies à sauver, des souffrances à soulager. Ces 8 années ont été les plus importantes de ma carrière, docteur. Elles m'ont rappelé pourquoi j'avais choisi la médecine. Pas pour le prestige ou la hiérarchie. Pour soigner. Vraiment soigner. Et maintenant, je peux faire les deux. Soigner et transmettre. Former les jeunes médecins, partager mon expérience. Mais sans jamais perdre le contact avec les patients. Ce soir-là, Marie rentra chez elle avec un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois depuis 8 ans, elle sortit ses médailles militaires de leur coffret et les posa sur sa table de chevet. Pas par nostalgie, mais parce qu'elle avait enfin réconcilié ces deux vies. La chirurgienne de guerre et l'infirmière dévouée. Le médecin d'exception et la soignante de proximité. Aujourd'hui encore, le docteur Marie Rousseau arrive à l'hôpital Saint-Antoine à 6h45 précise. Elle a gardé ses habitudes d'infirmière, le contact direct avec les patients, l'attention aux détails, l'écoute vraie. Mais elle a retrouvé ses compétences de chirurgienne, les interventions complexes, l'enseignement, la recherche. Ses anciens collègues la regardent parfois avec émerveillement. Cette femme qu'ils côtoyaient quotidiennement était une légende vivante. Mais pour Marie, rien n'a vraiment changé. Elle continue de soigner avec la même passion, la même dévotion. Simplement, maintenant, elle peut le faire à visage découvert. Les étudiants en médecine viennent de toute la France pour assister à ses cours. Ils s'attendent à entendre parler de chirurgie de guerre, de techniques d'urgence, d'opérations spectaculaires. Mais Marie leur parle d'autre chose. La médecine, leur dit-elle, ce n'est pas d'abord une technique. C'est une attention. Attention au patient, à sa souffrance, à son histoire. J'ai appris plus de médecine en 8 ans d'infirmerie qu'en 15 ans de chirurgie militaire. Mais docteur, demande toujours un étudiant, vos exploits en Afghanistan, en Syrie. Marie Surratt. Mes vrais exploits, je les ai accomplis ici. Madame Lemoire qui a retrouvé le sourire. Monsieur Martineau qui a vaincu sa dépression. Julie qui a repris goût à la vie. Ces victoires là valent toutes les médailles du monde. Alors maintenant, je vous demande, qui connaissez-vous vraiment? Cette infirmière qui prend toujours le temps de vous écouter, ce médecin qui se souvient de votre prénom, cette aide-soignante qui vous rassure d'un sourire? Quelle histoire extraordinaire cache-t-il derrière leur blouse blanche? Quel courage porte-t-il en silence dans les couloirs de nos hôpitaux? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez l'histoire de ce soignant qui vous a marqué, qui vous a sauvé, qui vous a donné l'espoir quand tout semblait perdu. Parce que sur Récits extraordinaires, nous savons que les vrais héros portent souvent des blouses blanches. Ils vous soignent le jour, sauvent des vies la nuit, et rentrent chez eux comme si c'était normal. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos récits. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous irez à l'hôpital, regardez vraiment les soignants qui s'occupent de vous. Vous pourriez être entre les mains d'une légende.